Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Suisse. Le moteur électrique de l'Ulm modifié ronronnait dans l'obscurité du début de soirée. Michael Flint ajusta sa direction face aux rafales de vent, maintenant le minuscule appareil stable et près du sol. À 3600 mètres d'altitude, la météo alpine posait toujours problème, ce soir plus que jamais. Mais il avait un programme à respecter, et il s'y tiendrait. La vue qui s'offrait à lui tandis qu'il survolait le terrain enneigé était un panorama qui inspirait des millions de dollars en publicité. Les Alpes s'étendaient sur des centaines de kilomètres de chaque côté, sommet après sommet, avec de la roche exposée là où la pente était trop abrupte pour être recouverte de neige. L'appareil était parfait pour ses besoins. Léger, même avec le petit moteur électrique et les batteries. Un unique longeron lui permettait de plier les ailes. Il pouvait entrer et sortir du harnais avec facilité et larguer tout l'assemblage grâce à un seul mécanisme de sécurité. Flint inclina l'appareil vers la droite et vers le haut. Une lumière dorée émanait de la municipalité suisse de Nathers à quelques kilomètres au sud, ainsi que de myriades de regroupements d'habitations à travers le pic du Nesthorn, sa destination. Malgré les maisons dignes de cartes postales, la cerise sur le gâteau était le château Logerhorn, à 1 kilomètre devant lui. Imposant même à distance. Construit dans les années 1500, Logerhorn était resté vide pendant une grande partie du XXe siècle. Le propriétaire actuel, Ernst Edinger, l'un des hommes les plus riches du monde, avait acheté et modernisé Logerhorn. Les modifications avaient été achevées 1 mois plus tôt. De grands balcons en acier et en verre surplombaient une chute vertigineuse de 30 mètres. Des éclairages LED soulignaient la structure, et des projecteurs orientés vers le haut mettaient en valeur la pierre plusieurs fois centenaire. Heureusement, l'architecte avait été si fier de son travail qu'il l'avait décrit et avait publié des dessins détaillés dans l'édition européenne de la Architectural Review. Flint avait mémorisé chaque détail. L'un de ces détails était le nom de l'entrepreneur. Flint avait remonté la chaîne jusqu'à trouver des menuisiers et des maçons qui avaient travaillé sur la rénovation. Contre une somme conséquente, ils avaient accepté de partager des éléments vitaux et inhabituels de la construction. Un hélicoptère était posé sur une plateforme à l'arrière de la propriété et un téléphérique privé remontait depuis un petit village au sud. Partant capricieux en montagne, le téléphérique offrait une seconde option de transport. Les routes étaient impraticables en hiver. Ce soir, les passagers du téléphérique regardaient par les fenêtres, admirant la vue. Leur tenue de soirée semblait incongrue et trop légère pour la montagne. Mais le milliardaire qui les recevait s'assurait qu'il ne souffrait jamais de l'exposition aux éléments. Flint ajusta sa trajectoire, visant un bosquet d'arbres quelques dizaines de mètres en contrebas du château. Il portait plusieurs couches de vêtements pour se protéger du pire du vent et des températures négatives. Dissimuler tous les outils dont il avait besoin pour la soirée avait également nécessité un rembourrage supplémentaire. Ces vêtements rendaient certains mouvements délicats. Le téléphérique atteignit le château et disparut sous un auvent. Les passagers débarqueraient et graviraient une série de marches menant à une entrée du château. Flint avait passé les 2 jours précédents à examiner le château sous tous les angles avec des jumelles à forte puissance. Il savait que ces marches seraient la seule voie d'entrée ce soir. La cabine maintenant vide repartit vers le bas pour récupérer un nouveau groupe de fêtards. Il ralentit l'Ulm en atteignant les arbres, touchant finalement le sol et glissant sur la neige pendant quelques mètres avant de s'arrêter. Il coupa le moteur et écouta. Le faible cliquetis des câbles au loin était le seul son qu'il entendait dans l'air vif du soir. Il avait repéré un sentier étroit et sinueux à travers les arbres. Le chemin avait probablement été créé par des skieurs en quête de sensations fortes supplémentaires lors de la descente. À proximité, il trouva un endroit qu'il avait repéré la veille. Il y rangea l'Ulm et détacha un sac imperméable. Il ouvrit la fermeture éclair de sa combinaison de neige et glissa la clé de l'Ulm dans la poche de son smoking. L'opération de ce soir était absolument nécessaire car cette fête était sa seule chance de briser la sécurité du château sans recourir à un assaut à grande échelle des marines.
Ce que le Pentagone n'autoriserait probablement pas. Il sourit brièvement, puis se reconcentra sur sa mission. Sa montre indiquait 20h43. Il avait 1 heure et 2 minutes. Largement le temps, si tout se déroulait selon le plan. Il commença à monter, visant une rangée d'arbres qui menait autour d'un affleurement rocheux sur le côté du bâtiment. Sa combinaison de neige blanche se fondait dans l'environnement aussi bien qu'il pouvait l'espérer, mais quiconque équipé de lunettes à infrarouge le repérerait instantanément. Il espérait que Edinger était simplement soucieux de sécurité et non paranoïaque. Flint atteignit la lisière des arbres, sans remarquer de mouvement aux fenêtres et balcons du château. Il ouvrit la fermeture éclair de sa combinaison et respira l'air froid. Il ne pouvait pas s'inviter à la fête d'un milliardaire en transpirant comme un coureur de marathon. Quelques minutes plus tard, le téléphérique revint. Ce n'était pas le modèle ordinaire et légère, utilisé par les stations de ski du monde entier. Les fenêtres étaient à double vitrage, et l'intérieur avait été conçu par un ancien designer de Bentley. Les passagers étaient assis par paires, chaque paire dans son propre cocon garni de cuir. À l'extérieur, toute la cabine était peinte dans un bleu profond et souligné d'or, le tout rendu visible par un éclairage dramatique. Tout cela signifiait que le téléphérique était parfaitement visible, même pour l'observateur le plus distrait. Flint se déplaça sur le côté du bâtiment et attendit à l'angle. Le téléphérique passa, ralentissant en entrant sous l'auvent. Il retira sa combinaison de neige, contourna le bâtiment et sauta par-dessus une barrière à chaînes. Il enleva ses bottes de neige, enfila des chaussures de ville et abandonna son sac. Devant lui, 50 marches menaient à l'arrêt du téléphérique. Sa reconnaissance de la veille lui avait appris que l'opérateur du téléphérique ne pourrait pas voir très loin au-dessus de la cabine une fois qu'elle serait amarrée au château. Ce qui signifiait qu'il était hors du champ de vision de l'opérateur. Flint monta les marches 2 par 2. Au-dessus de lui, les portes du téléphérique s'ouvrirent et les passagers descendirent. Des radiateurs au plafond repoussaient l'air glacial. Il ralentit son allure, sourit au dernier des voyageurs, se mêla au groupe et les suivit jusqu'aux dernières marches menant à la porte d'entrée. Malgré la façade impressionnante du bâtiment, l'entrée était une simple double porte conçue pour supporter le poids des hivers alpins. Juste derrière les portes extérieures, 2 hôtes d'accueil se tenaient de chaque côté, souriant, hochant la tête et dirigeant les invités vers un ascenseur. Flint entra souriant comme les autres. Il n'osait pas parler. Les invités semblaient être allemands et italiens. Son accent américain attirerait beaucoup trop l'attention. Heureusement, il n'était intéressé qu'à bavarder entre eux. Personne ne lui adressa la parole, et il leur rendit l'appareil. Il suivit le groupe dans l'ascenseur, bousculant une femme en robe de soie rouge, et les portes se refermèrent. « Excusez-moi, dit-il en gardant sa voix basse. » Il détourna le regard pour éviter d'être entraîné dans une conversation pendant que l'ascenseur montait. Quand les portes s'ouvrirent, il fit signe au groupe de passer devant lui. 1 ou 2 hochèrent la tête en signe d'appréciation en sortant, mais la plupart l'ignorèrent simplement. Il les suivit dans une vaste salle de réception. Le côté opposé était constitué d'un mur de verre incurvé sur 2 étages, qui coûtait probablement plus que ce que Flint gagnait en 1 an. Chapitre 2. Des lustres étincelants pendaient autour d'un pin central vivant, qui semblait être un élément permanent, et des œuvres d'art moderne décoraient les murs. De chaque côté de la pièce, des figures grandeur nature représentant des dieux romains formaient les pièces maîtresses de fontaines élaborées. Un quatuor à cordes jouait du Vivaldi sur une scène surélevée discrète. Des serveurs en uniforme noir ajusté se frayaient un chemin à travers la foule, leurs chaussures claquant sur le sol en marbre. Flint saisit une flûte de champagne d'un plateau qui passait et se fraya nonchalamment un chemin dans la cohue, souriant et hochant la tête aux gens qu'il croisait. Il jeta un regard désinvolte vers le plafond et nota l'absence de caméras de sécurité évidente. Ce qui ne signifiait pas qu'il n'y en avait pas. La demi-douzaine d'hommes aux épaules carrées qui se tenaient au garde-à-vous le long des murs criaient haut et fort que la sécurité armée était omniprésente. Flint but une gorgée de champagne et se détendit. Mis à part sa présence à une soirée à laquelle il n'avait pas été invité,
il n'était coupable de rien. Même quand la soirée serait terminée, il ne serait pas coupable. Son but était simplement de restituer un bien à son propriétaire légitime. C'est alors qu'Ernst Edinger apparut dans son champ de vision. Flint se détourna et se dirigea vers la protection d'une fontaine. Maintenant qu'il savait que l'hôte participait activement à la soirée, il pouvait passer à l'étape suivante. Il prit une sortie qui, selon l'article de Architectural Review, menait aux toilettes. Un garde qui se dirigeait dans la direction opposée l'examina tandis qu'il parcourait le couloir. Flint leva son verre et sourit. Le garde grogna. Flint ne s'arrêta pas. Il entra dans d'immenses toilettes et verrouilla la porte. Le garde pouvait poser problème, mais il n'y avait aucun moyen de changer le plan maintenant. Une seconde porte peinte pour se fondre dans les murs le conduisit à un couloir de service vide. Il avança silencieusement vers l'angle et jeta un coup d'œil avant de poursuivre. Une fenêtre révélait qu'il se trouvait à l'arrière de la propriété. La pente ascendante du terrain le plaçait maintenant au niveau du sol. 3 portes plus loin, il trouva un panneau qui identifiait une pièce humide pour ski. Il écouta un moment avant d'entrer et n'entendit personne à l'intérieur. La pièce humide était aussi énorme. Des skis tapissaient un mur et des snowboards l'autre. Une vingtaine de combinaisons de neige étaient suspendues à une tringle au milieu de la pièce. 2 motoneiges étaient garés près du mur du fond. Une grande porte devant elle donnait manifestement sur le niveau du sol. Il trouva les fils d'allumage sur les 2 machines et les arracha, ce qui empêcherait les motoneiges de démarrer facilement. Flint échangea ses chaussures de ville contre des bottes de snowboard prises sur un présentoir. Il chercha jusqu'à ce qu'il trouve un placard électrique dans le coin. À son grand soulagement, le placard était une gaine technique qui montait sur 4 étages. Exactement comme il l'avait deviné. Cette supposition avait été un pari. Le schéma de l'article du magazine indiquait simplement le placard comme accès électrique, mais il avait déduit qu'un bâtiment du XVIe siècle serait limité pour les câbles électriques modernes. Ce qui forcerait probablement le routage par un point d'accès unique. Il avait eu raison. Flint grimpa à une échelle jusqu'au dernier étage, où un couloir poussiéreux débouchait par une porte dans une buanderie. Flint fit une pause, écoutant un moment avant d'ouvrir la porte suffisamment pour y passer la tête. Des oreillers, des draps de lit et des serviettes étaient empilés sur des étagères. 2 grandes machines à laver se dressaient sur des socles, probablement pour les isoler du sol, où les vibrations pourraient déranger leur propriétaire choyé. De minuscules LED vertes à l'avant des machines donnaient à la pièce une faible lueur inquiétante. Flint prit une serviette de la pile et continua d'avancer. Il atteignit une autre sortie qui s'ouvrait sur un couloir menant aux appartements du propriétaire. Il s'agenouilla et glissa une caméra endoscope sous la porte. De l'autre côté se trouvait un couloir vide et faiblement éclairé. Il attendit et observa. Rien ne bougeait. Flint ouvrit la porte, compta 25 pas vers la droite et se tourna pour faire face à la porte en chêne qui devait mener au bureau de Fuchs. Une autre vérification rapide avec l'endoscope confirma que le bureau de Edinger était inoccupé comme prévu. Mais la porte était verrouillée, et la poignée ne tournait pas. Il sortit un jeu de petits outils fins, et commença à crocheter la serrure. 30 secondes plus tard, la porte s'ouvrit avec un déclic. Il entra d'un mouvement rapide, et referma doucement la porte derrière lui. D'autres faibles LED éclairaient la pièce. Il couvrit l'interstice au bas de la porte avec une serviette, avant d'allumer des lumières plus vives. Sa montre indiquait 9h10. 35 minutes à attendre. Un papier peint aux couleurs riches ornait les murs avec des fleurs et des oiseaux, un motif que Flint reconnut comme étant de la toile de Jouy historique. Des bibliothèques tapissaient un côté du bureau. Des volumes brillants reliés en cuir étaient empilés dans un ordre parfait, indiquant que les livres étaient là pour la décoration plutôt que pour la lecture. Flint se demanda qui Edinger ressentait le besoin d'impressionner. Une vieille cheminée en pierre occupait un autre mur, la grille remplie d'un énorme arrangement de fleurs séchées. Un bureau orné avec un fauteuil assorti en cuir trônait au milieu de la pièce. Derrière le siège, une autre paroi vitrée offrait une vue étonnante sur l'obscurité
avec des maisons et des villages illuminés en contrebas. Flint s'agenouilla près de la cheminée, plaça une main dans la grille et trouva un petit bouton. Lorsqu'il appuya dessus, un clic audible provint du mur à côté de la cheminée. Une porte cachée s'entr'ouvrit. Le joint autour de la porte était à peine visible, grâce à un excellent artisanat. Il sourit devant ce cliché invraisemblable et remercia silencieusement les ouvriers du bâtiment qu'il avait mis au courant de l'entrée secrète de la pièce. Flint pénétra dans une autre grande pièce. De petites lumières de qualité muséale parsemaient le plafond. Elles donnaient à la pièce un éclat subtil, plutôt que de la chaleur ou de l'éblouissement. Pour une bonne raison. Les murs étaient couverts de Renoir, Picasso et Turner. Des bustes et des figurines en marbre et en or se dressaient sur des socles. Des colliers et des sphères reposaient sur des coussins de velours au milieu de la pièce. Flint ignora ces présentations à couper le souffle et se dirigea directement vers un violon posé sur un piédestal. L'instrument arborait une teinte dorée foncée qui scintillait sous l'éclairage doux, reflet des traces de cuivre et d'aluminium dans son vernis unique. Une petite étiquette indiquait « Antonius Stradivarius Cremonensis Facieba anno 1709 ». Créé par le maître lui-même et l'un des plus grands violons jamais fabriqués. Le propriétaire, le client de Flint, avait déboursé 20 millions de dollars pour celui-ci il y a 1 an. Il valait encore plus maintenant. Flint sourit à l'ironie de ce qu'il s'apprêtait à faire pendant qu'un quatuor à cordes jouait 3 étages plus bas. Travaillant rapidement, il enleva sa veste et sa chemise. 2 bombes de mousse expansive et 2 grands sacs en plastique étaient scotchés à son torse sous une couche de latex. Il les retira tous. Il trouva un étui pour le Stradivarius dans une ouverture derrière le socle et y déposa l'instrument. Il ajouta un sachet d'un demi-kilo de dessicant pour garder le violon sec et stable, compte tenu des conditions auxquelles le chef-d'œuvre allait être exposé. Il ouvrit l'un des grands sacs en plastique. Il y inséra l'étui avec le violon et comprima le sac pour expulser l'excès d'air. Ensuite, il le ferma hermétiquement avec une fermeture à glissière. Il secoua une bombe de mousse et remplit le second sac à moitié. Puis il plongea le premier sac dans la substance collante. Le maintenant en place, il utilisa le reste de la mousse pour envelopper complètement le violon dans 15 cm de cette matière collante et ferma le second sac. Selon ses calculs, la mousse isolerait le contenu de sorte qu'il ne subirait qu'un changement d'1 degré de température toutes les 10 minutes d'exposition. Flint avait testé l'affirmation selon laquelle la mousse se solidifierait en quelques minutes. Elle fonctionnait parfaitement ici, sur le terrain également. La bombe entière durcit en 2 minutes. Chapitre 3. Il enroula le latex autour de son torse et enfila sa chemise et sa veste. La prochaine partie de son plan serait glaciale. Il l'avait choisi après avoir rejeté toutes les autres options. Le plan A était l'option la moins risquée. Il tira sur la ceinture autour de sa taille, qui lui procura 2 longues bandes. Il les enroula autour de lui-même et du violon, fixant l'emballage en mousse sur son dos. Il ne lui restait plus qu'à sortir avec le Stradivarius, sans dommage ni pour l'un ni pour l'autre. Quand Flint retourna dans le bureau, il regarda à travers l'immense paroi vitrée. Même si le verre était à triple vitrage, il pouvait sentir un frisson monter de la surface. La température extérieure était exponentiellement plus froide et continuait de baisser rapidement. Chaque étage du bâtiment disposait d'un mécanisme d'évacuation d'urgence. De ce côté, le versant descendant, les issues de secours avaient été fabriquées avec des échelles pliables. Edinger ne voulait pas que des structures métalliques inesthétiques ornent son château. L'esthétique avant la sécurité semblait être sa devise tout au long de la construction. Selon le magazine, les échelles étaient rangées dans des abris sur chacun des balcons. Il comptait sur ce dispositif d'évacuation pour sortir et descendre sans être découvert. Flint pouvait voir l'abri depuis sa position, mais celui-ci ne contenait que des structures métalliques grêles conçues pour dérouler facilement l'échelle. L'échelle elle-même n'avait pas été installée. Le mécanisme d'évacuation n'était pas utilisable. Rapidement, Flint examina le bureau et évalua ses options. La seule issue sûre hors du château était de retourner par où il était venu,
par la salle humide. Il utilisa l'endoscope pour vérifier le couloir. Tout était dégagé. Flint sortit, courut jusqu'à la buanderie et descendit l'échelle dans le placard électrique. Il n'y avait personne dans la salle humide. Ils étaient tous à la fête. Il prit un snowboard et attacha solidement sa botte avant dans la fixation. La zone sur le côté du bâtiment était relativement plate. Ce qui signifiait qu'il aurait besoin de son autre pied libre pour prendre de la vitesse quand il sortirait. Il vérifia le paquet et confirma qu'il était toujours bien fixé sur son dos. Il posa une main sur la porte de sortie et respira profondément pour oxygéner son corps. Il devait tourner immédiatement à gauche et atteindre l'extrémité du bâtiment. Ensuite, il traverserait la pente descendante vers les arbres pour rejoindre son ulme. Il y avait peu de couverture de ce côté du bâtiment. Il serait exposé à la vue, et le risque d'être découvert était élevé. Il devait être rapide. Pas de place pour l'erreur. Une sonnerie retentit. Flint se tourna vers le bruit. Une lumière rouge clignotait sur un boîtier blanc, à hauteur de tête sur le mur opposé. Une alarme. Il ne pouvait pas lire les étiquettes vu la distance, mais le contour du château illuminé sur le boîtier blanc était évident. La lumière rouge clignotait à l'étage supérieur. Flint retint son souffle. Pas de temps à perdre. Ils avaient découvert la disparition du Stradivarius. Il ouvrit la porte d'un coup sec. Une autre alarme retentit. Une seconde lumière clignotait sur le boîtier blanc. Ils étaient à ses trousses. La discrétion ne signifiait plus rien maintenant. Flint se jeta dehors, avançant avec le snowboard et pédalant de sa jambe arrière vigoureusement et rapidement. Mais pas assez vite. Il ne prenait pas de vitesse. Les lumières du château révélaient que le terrain à cet endroit était désespérément plat. Flint avait une trentaine de mètres à parcourir avant d'atteindre le bord du château. Il s'efforçait de continuer à avancer, pédalant avec sa jambe arrière, vacillant trop sur le snowboard. Les lumières extérieures du château s'éteignirent. L'obscurité enveloppa toute la montagne enneigée et glaciale. Flint trébucha et roula, son sens de l'équilibre perturbé dans l'obscurité. Il se releva et avança, tendant les bras pour améliorer son équilibre tout en protégeant le Stradivarius. Il scruta l'horizon à la recherche de quoi que ce soit qui fournirait un point de repère dans l'obscurité. Mais il ne voyait que des points rouges lumineux en hauteur autour du bâtiment. Les points rouges délimitaient le bâtiment et indiquaient où trouver les coins, mais il savait ce qu'ils signifiaient vraiment. L'équipe de sécurité de Edinger avait des lunettes infrarouges. Il pouvait voir alors que lui était, littéralement dans le noir. Un moteur démarra derrière lui. Le bourdonnement furieux d'une motoneige. Ils avaient trouvé les fils qu'il avait déconnectés et les avaient reconnectés. Un deuxième moteur démarra. Un grondement suivit. Ce devait être la porte extérieure qui s'ouvrait. Les moteurs vrombirent et rugirent. Ils étaient sortis de la salle humide. Flint atteignit le coin du bâtiment et s'engagea en travers de la pente. La faible lumière de la lune atteignait la pente descendante. Le groupe d'arbres où il avait laissé l'ulme se découpait en silhouette. Il s'élança, attacha sa botte arrière dans la fixation et prit enfin de la vitesse. La planche tanguait et se tordait. Flint garda ses genoux souples et ses bras étendus devant et derrière, absorbant les chocs et stabilisant son équilibre. La vitesse combinée au froid, au vent glacial faisait larmoyer ses yeux. Mais il souriait. Même s'il était difficile de s'en rendre compte dans l'obscurité, le vent et le froid confirmaient qu'il se déplaçait rapidement. La mauvaise nouvelle était que les motoneiges avançaient vite aussi. Les moteurs hurlaient en le suivant, gagnant du terrain. Flint entendit les tonalités des moteurs changer instantanément lorsqu'ils atteignirent le sommet de la pente près du coin du bâtiment. Ils descendaient maintenant vers lui. Les arbres arrivèrent rapidement. Il se pencha dans un virage large, s'engouffra dans un espace entre les arbres et détacha ses bottes. Flint se prépara à courir le reste de la distance. Il était entré dans les arbres près de l'endroit où il avait caché l'ulme, mais il ne le voyait pas. Il n'avait pas le choix. Il alluma la lampe torche, balaya la zone,
et l'éteignit aussi vite que possible. Le petit appareil était à 6 mètres sur sa gauche. Ce qui était acceptable. Mais les motoneiges avaient vu la lumière. Ils les entendaient manœuvrer alors qu'elles contournaient les arbres. Ce qui n'était pas acceptable. Pas même de loin. Il récupéra l'ulme et continua en descendant. Il sortirait par la pente pour aider à prendre de la vitesse. Des coups de feu éclatèrent au-dessus de lui, accompagnés de bruits de branches cassées. L'équipe de sécurité avait abandonné les motoneiges. Leur approche déterminée signifiait qu'ils ne feraient aucun prisonnier. Une branche craqua à sa gauche. Ils avaient perdu sa trace. Loin des lumières infrarouges du château, leur équipement de vision nocturne était moins efficace qu'auparavant. Il avait eu un coup de chance. Flint sortit des arbres, tira sur une barre qui déploya les ailes du Hulme et alluma le moteur électrique. Rien ne se passa. Il chancela tout en fouillant dans sa poche pour trouver la clé. Il la trouva et l'inséra dans la fente. L'hélice à pale unique se mit à bourdonner, menaçant de lui arracher l'appareil des mains. Flint trébucha en avant, passa ses bras dans un harnais de sécurité et dévala la pente. Il sentit l'appareil prendre de la portance et poussa avec ses 2 pieds. L'appareil s'inclina, ramenant ses pieds au sol. Il courut encore quelques pas, et finalement il s'envola. Des coups de feu retentirent derrière lui. Le moteur de l'ulme était très silencieux, mais pas inaudible. Flint et l'ulme se détachaient en silhouette contre le ciel. Les poursuivants devaient avoir une bonne vue de lui maintenant. Chapitre 4. Flint déplaça son poids vers l'avant, gardant le nez de l'ulme pointé vers le bas pour tirer le meilleur parti de l'assistance de la gravité afin de gagner plus de vitesse dans la descente. Ses yeux larmoyaient dans le souffle glacial. Il s'orienta vers la droite, en direction de Nathers. L'équipe de sécurité cessa de tirer. Flint se retourna pour regarder, mais ne put les distinguer dans l'obscurité. Ils étaient probablement en train d'appeler la police, s'attendant peut-être à ce qu'il atterrisse pour prendre une voiture. Il sourit dans l'air arctique. Il serait déçu. L'ulme prit de l'altitude et Flint retrouva ses lunettes. Sa montre indiquait 9h33. Il avait 12 minutes. Il avançait bien. Jusqu'ici. Les lumières en contrebas fournissaient un bon point de repère pour la navigation. Se déplaçant à près de 100 km/h, il repéra sa cible à peine 5 minutes plus tard. Il vit les 2 entrées en arc à la base d'une montagne. Le tunnel du Simplon. En service depuis plus d'1 siècle, le tunnel reliait la Suisse à l'Italie par train en une ligne presque droite à travers les Alpes. Un train partit de la gare de Brigue. Il aperçut la lumière d'une longue file de fenêtres qui se déplaçait lentement. Flint consulta sa montre. Pile à l'heure. Les CFF, les chemins de fer suisses, maintenaient intacte leur réputation de ponctualité. Flint se positionna devant le train qui prenait de la vitesse. Son plan était insensé et dangereux, mais il n'avait pas d'autres options. Il avait cherché. Il disposait d'une petite fenêtre d'opportunité. Pas 3 essais comme au baseball. Une seule chance. Le train sortit de la ville à une vitesse ne dépassant pas 80 km/h. Il était devant, mais il savait que bientôt, le train passerait sous lui. Flint dirigea l'ulme vers le bas, gagnant de la vitesse. Comme prévu, la locomotive passa sous lui, peut-être à 60 mètres plus bas. Il compta les wagons. Il devait y en avoir 12. Quand il arriva au 6e, il rassembla son courage et s'inclina fortement vers le bas, presque sur une trajectoire de collision. Les wagons continuaient à défiler sous lui, mais il gagnait constamment de la vitesse. Le dernier wagon avait à peine rampé devant lui, lorsqu'il descendit les derniers 10 mètres. D'une main dirigeant l'ulme et l'autre tendue, il saisit une échelle qui montait à l'arrière du wagon jusqu'au toit. La différence de vitesse entre le train et son ulme lui tira violemment le bras et le projeta sur le toit du wagon. Sa tête heurta le toit. Des lumières scintillèrent dans sa vision, et son équilibre vacilla. Tout sembla s'assombrir. Les ailes de l'ulme prirent de la portance tandis que le train fonçait en avant, essayant de le soulever et de le faire reculer. Flint glissa un bras à travers les barreaux de l'échelle,
tout en luttant contre l'envie de se mettre sur le dos pour soulager la douleur dans sa tête. Il lui fallut un moment pour que le mot « commotion cérébrale ». Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.